Ligne droite. Le grand réveil. On passe au grand réveil, notre premier entretien avec Guilain Benessa et Gilbert Collard que nous attendons dans le Zoom avec impatience. Dans un premier temps, bonjour Guilain Benessa. Bonjour Maud Koffler, bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes docteur en droit public, avocat, philosophe, enseignant à l'université de Strasbourg, auteur de plusieurs ouvrages. Écoutez Guilain Benessa, on vous recevait hier en évoquant le nom de Thierry Baudet. Finalement, ce nom a déjà été écarté. Ça va quand même très vite, hein, tout ça. Ça va très vite, on apprend, vous disiez hier Maud que mon dernier bouquin qui s'appelle On marche sur la tête n'a jamais porté aussi bien son nom. Oui. Donc on continue à marcher sur la tête puisque on avait manifestement une solution technique qui avait été retenue par Emmanuel Macron vendredi dernier. On apprenait via Wikipédia, lundi, que Thierry Baudet tenait la corde puisque sa fiche wiki avait déjà été modifiée par une source certaine qu'il serait Premier ministre. Et donc on apprend depuis hier qu'en réalité, Emmanuel Macron penche pour une solution politique, une solution politique avec deux noms bien connus de tout le monde, qui sont Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve. C'est-à-dire qu'en fait, on rejoue le casting de la fin de la semaine dernière. Cazeneuve était déjà donc le porte-parole du hollandisme fin de carrière, et donc Xavier Bertrand, qui est donc l'homme qui, je le rappelle, avait été balayé à la primaire de la droite la dernière fois, je veux dire, et qui rêvait d'être président, qui avait fini avec quelques pourcents à peine à l'intérieur de son propre camp, qui avait été balayé par Valérie Pécresse. Enfin bref, avec le fait aussi, je crois qu'il voulait être patron de l'UMP ou patron des LR, avec finalement c'était Éric Ciotti qui avait raflé la mise. Enfin bref, Xavier Bertrand, dont personne ne veut chez les LR véritablement depuis longtemps, qui n'est pas patron de son parti, qui est donc déjà un has-been de la droite, devient un des nouveaux noms, le jour même où Édouard Philippe annonce être candidat à la présidentielle et vouloir rassembler le bloc central en prévision 2027. Bref, on a un bloc central qui est en train de se réaligner, on attend le nom, mais alors là, véritablement, je pense que, je disais hier à votre antenne, Emmanuel Macron continue à tirer les marrons du feu, alors que normalement, on devrait se souvenir quand même qu'il a vécu débâcle sur débâcle, et on en est là avec ce jeu de dupes depuis maintenant des semaines. Ça devient absolument invraisemblable. Alors, juste une parenthèse, Gilbert Collard arrive dans un tout petit instant, hein, dans quelques secondes. Guilain Benessa, Xavier Bertrand, Premier ministre, finalement, ce serait quand même un énorme bras d'honneur, à la fois au Nouveau Front Populaire, à la France Insoumise, au Rassemblement National, à la droite. Alors, vous savez, j'étais persuadé depuis le début qu'il n'y aurait que deux solutions. Alors, j'avoue, je ne veux pas être devin parce que là, je peux me planter pour le coup vraiment. J'avais mis une petite pièce sur l'hypothèse d'une espèce de LR compatible Macron. Pourquoi ? Parce que il faudrait qu'Emmanuel Macron il rêve de récupérer soit une figure susceptible, soi-disant à gauche, de lui permettre de s'associer, on va dire, avec un PS mourant ou plus ou moins mourant pour dissocier la gauche de l'extrême gauche, on va dire, de LFI. Ou alors faire la même chose avec la droite, c'est-à-dire diviser encore plus la droite et trouver un nom qui permette définitivement de cornériser les ex-Vauquier ou RN compatibles, quelque chose comme ça, pour essayer de trouver un ancrage à droite. Or, il me semble depuis le départ qu'il lui sera plus facile de trouver un allié à droite qu'à gauche, parce qu'à gauche, la grille idéologique est plus puissante. Le NFP a quand même une logique, on va dire, pas anti-Macron du tout, mais on va dire qu'il y a quelque chose qui joue dans un bras de fer contre le bloc central, faire croire que, vous savez, on est de gauche. La gauche adore dire je suis de gauche, je parle à la gauche. Là, on va dire que la Macronie trouve un allié de droite qui préfère dire je parle de la France plutôt que je parle de la droite. Donc, je pensais depuis le départ que Macron, qui finalement est une espèce de bloc central très facile, une sorte de bourgeoisie centrale qui est alliée de la droite macrono-compatible à la gauche macrono-compatible, et j'avais l'impression qu'il lui était plus facile de trouver un allié de ce côté-là. On va voir, mais ça me paraît pas invraisemblable. Par contre, ce qui est clair pour moi, c'est que si Xavier Bertrand entre dans un gouvernement d'Emmanuel Macron, d'un Premier ministre, alors là, je me demande qu'est-ce qui reste des LR, je veux dire, historique, parce que là, il n'y a plus personne. C'est un champ de ruines. Il y aura 3-4 noms qui vont se tenir sur une ligne de crête, avec Ciotti qui est déjà parti au RN, et il restera rien, d'une boîte de retraite. Vous savez, en réalité, je fais juste une petite blague pour la blague, mais pas tant que ça. Xavier Bertrand, c'est un ancien assureur passé dans le monde politique. Finalement, les LR vont ressembler à quelques retraités assurés dans un coin, qui n'auront ni armée, ni militants, ni rien du tout, et quelque part qui aura consumé son divorce une bonne fois pour toutes, et qui sera effectivement, un parti qui ressemble à un grenier ou à un réduit. En même temps, on a l'impression que LR survit finalement à tous ces renoncements. Là, Éric Ciotti a
a donc créé un nouveau mouvement, un nouveau parti, l'UDR, qui recense apparemment déjà 10 000 adhérents. C'est ça l'avenir des Républicains pour vous, Guilain Benessa? Même c'est difficile à analyser déjà, mais... Alors, non, alors très simplement, l'avenir des Républicains, c'est que je pense depuis très très longtemps, depuis la mort du sarkozysme, on va dire, ou le départ de Nicolas Sarkozy, je pense que les LR étaient destinés à devenir l'équivalent de l'UDF à une certaine période, c'est-à-dire un satellite, juste un satellite d'une grande force à droite, qu'il Ouais. n'est plus. C'est-à-dire qu'en fait, les LR, il faut le comprendre, les LR, ce n'est plus un parti populaire, c'est un parti bourgeois, c'est un parti, on va dire, élitaire, qui marche très très bien avec le bloc central d'Emmanuel Macron, parce que ce n'est plus un parti de masse, ce n'est plus le métro. Vous savez, Malraux disait à l'époque du gaullisme, c'est le métro. Les LR, depuis très longtemps, c'est plus du tout le métro, parce qu'en fait, le RN est devenu un parti populaire, le RN est devenu un parti qui sent le métro, le RN est devenu un parti qui parle de classe populaire. Je pense que les LR sont destinés à devenir ce bloc bourgeois, cette espèce de réduit bourgeois. C'est même pas négatif, en fait, c'est un parti satellitaire bourgeois qui fait l'appoint pour gagner les élections, ce qu'était l'UDF à une certaine période, quand grosso modo la droite chiracienne faisait 25-30 points et que l'UDF faisait 5-7 points et permettait de faire l'appoint pour gagner les élections législatives. Je pense que les LR sont en train, les Républicains sont devenus ça depuis très longtemps, que l'érosion est inéluctable parce que de toute façon, c'est un parti qui est gouverné par des gens qui ne parlent absolument plus au peuple, qui sont devenus des élites fossilisées par la Macronie, qui en fait, la Macronie était plus vivante et plus énergique que les Ouais. LR qui étaient une sorte de Macronie fin de carrière. Et pour vous, le basculement, c'est l'ère Sarkozy? Ah, complètement. Je pense que... Alors, le basculement, là je parle électoralement parlant. Oui, En fait, la vraie bascule idéologique, pour moi, c'est Emmanuel la Macron. fin. C'est la vraie bascule, je la donne pour moi là, depuis longtemps. C'est qu'en fait, l'attelage Villiers-Pasqua-Séguin des années 90 Ah oui. sur les grandes lignes type Maastricht était le dernier moment où en fait cette droite-là avait compris le sens déjà de l'avenir et avait compris que se jouait là le vrai point d'ancrage de la modernité, c'est-à-dire l'européanisme, l'internationalisme, l'immigrationnisme, et une droite qui a renoncé sur toutes ces valeurs-là en abandonnant le combat de la France. Mm. Et donc après, nous sommes devenus, enfin la droite, les LR, les Républicains sont entrés dans une phase de mutation. Nicolas Sarkozy a permis de masquer tout ça une dernière fois parce que le chef qu'il était occultait les divisions et ramenait à lui un ensemble. Mais je pense qu'après le départ de Nicolas Sarkozy, il restait en fait les miettes, le spectre est revenu et il restait plus rien de cette droite qui avait abandonné, qui avait laissé tomber et abandonné les grands clivages depuis si longtemps que Mm. tout est revenu en pleine figure. Guillaume Benessa, est-ce que d'autres noms pourraient émerger parce que finalement, on n'a toujours pas de date de nomination de Premier ministre. Hein, ça devait avoir lieu hier soir, enfin, ça devait même avoir lieu lundi. Est-ce que là, on peut même s'attendre, alors, vous n'êtes pas devin, je le sais bien, mais à l'apparence, à l'émergence d'autres noms? Vous savez, début juillet, après les élections législatives, concrètement, tout le monde, notamment dans la Macronie, tout le monde faisait valoir qu'on a déjà connu des situations comme ça, qu'on n'est pas obligé de nommer un Premier ministre tout de suite, que la session parlementaire à venir n'est pas pour tout de suite, Oui. et que du coup, ils disent à l'époque un peu de marge. On avait déjà connu des situations comme ça de 8 à 15 jours, me semble-t-il. Ah oui, Or, oui. ça fait 2 mois. La session parlementaire à venir s'ouvre, je crois savoir, il me semble, le 1er octobre. Mm. Donc, à mon sens, la date butoir pour Emmanuel Macron, c'est le 1er octobre. Ça lui laisse, grosso modo, 25 jours. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il se hâterait forcément, parce que ça fait 2 jours qu'il hâte à ne pas se hâter. Ouais. Donc, est-ce qu'il va jouer la montre encore plus longtemps? Je pense que là, il faut quand même qu'il mette fin à une situation qui devient délirante. Je pense surtout que plus il attend, là, plus ça peut se retourner contre lui, parce que tout le monde se demande à quel jeu joue ce président de la République qui a conclu une dissolution qui s'est mal terminée. Mm. Pour l'instant, vu que le bal des prétendants occulte tout, ça peut durer encore quelques temps, je pense quand même qu'à jouer la montre, à un moment, les gens vont se rendre compte que cette prolongation a trop duré, qu'il est temps de siffler la fin de la récréation. Mais admettez quand même que depuis des semaines, Maud, il n'y a pas grand monde qui s'étonne beaucoup. Il y a quelques éditos de râleurs. Il y a des gens comme moi, voilà, on râle dans notre coin. Mais avouez que la pilule passe assez bien et que grosso modo, vous savez, les médias ou les journalistes s'attardent beaucoup sur le bal des prétendants, sur ce casting qu'on nous vend tous les jours. Il y a quand même peu de gens qui râlent face à l'espèce de folie ambiante d'une France qui attend la sanction financière de Bruxelles potentielle, hein, parce que je rappelle qu'on a
On a une procédure d'infraction aux fesses qui nous tend les bras. On a un endettement massif que Bruno Le Maire tente vaguement de mettre sous le tapis parce que globalement, le quoi qu'il en coûte, on est en train de le payer en pleine face. Et notre délire sur la période Covid, je veux dire, il n'y a pas que ça, hein, mais en train de nous péter la gueule, excusez-moi l'expression. Et donc, je trouve que mine de rien, ça passe assez crème pour un président de la République qui nous prend globalement pour des abrutis depuis 2 mois et qui joue de la politique presque de la chaise vide et sa formule d'il y a un mois, les JO, c'est la vraie vie. C'est-à-dire, en gros, les Jeux Olympiques, c'est merveilleux, je vais surfer dessus. Et tant pis pour la politique qui reprend ses droits, mais finalement qui s'étire, cette parenthèse s'étire. Ouais. On n'a plus de date, quoi, on n'a plus de prescription là. Ouais. Alors Guillaume Benessa, on accueille maître Gilbert Collard qui est avec nous. Bonjour maître. Oui, bonjour. Alors on parlait, vous l'avez entendu, de cette situation qui dure, qui s'étend et qui nous laisse sans horizon pour l'instant, sans mauvais jeu de mots. Gilbert Collard, comment vous analysez cette séquence politique avec ces noms qui apparaissent, qui disparaissent? Aujourd'hui, en tout cas une interrogation, 2 points d'interrogation, Bernard Cazeneuve ou Xavier Bertrand. Votre regard là-dessus, Gilbert Collard? Écoutez, moi, j'ai résumé mon point de vue dans une formule que j'ai tweetée. Au lieu de consulter les autres, il ferait mieux de consulter pour lui, quoi. Bon. Je lui ai choisi le psychiatre, la cartomancienne, la voyante et surtout le déménageur. Voilà, parce que j'ai vraiment le sentiment violent qu'il est fini. Je ne vois pas comment il pourra continuer à être président d'une république qu'il a vidé de son sens républicain. Alors, vous comprenez, on fait de l'opérette aujourd'hui. Bon, tout le monde commente, tout le monde persifle, ça alimente l'épicerie à commentaires. Bon, mais personne ne semble décréter, même s'il la voit, décréter la gravité de la situation, parce que se passe-t-il profondément? Une espèce de détérioration définitive des institutions. Déjà que l'opinion publique, plus de 71% des Français ne font pas confiance au système politique. Déjà que l'opinion publique est très, très sévère, très critique, très désabusée. Comment va-t-elle ressortir de cet épisode où on bat le record historique en France d'attente pour la nomination d'un gouvernement? La dernière fois, c'était sous la 4e République, pour un petit gouvernement fantoche du reste, et ça avait duré 38 jours. Bon, quelle va être l'idée que les Français auront du Premier ministre, des ministres, du Président de la République, du gouvernement, du Parlement? Je veux dire que on assiste à la destruction par un homme de toute la confiance qu'on pouvait avoir dans les systèmes institutionnels. Mais justement, ce système institutionnel, ça se paiera, ça. Ce système institutionnel, Gilbert Collard, on en parlait hier avec Guilain Benessa, il ne peut pas contraindre Emmanuel Macron? Non, honnêtement, non. Alors, ce qui est la destitution, c'est une procédure très compliquée. Ouais. Je ne vais pas vous faire un cours de droit constitutionnel, mais il y a de nombreuses difficultés à franchir. Bon, ça vaut le coup de tenter le coup, ne serait-ce que pour montrer au clown qu'on veut lui enlever son nez. Ça vaut le coup, bien sûr. C'est au moins une réaction démocratique épidermique. Oui. Bon, le Parlement devrait pouvoir se réunir. Ça, il le pourrait légalement, mais faudrait-il encore qu'il y ait une volonté de provoquer une réunion? Bon, moi, je le disais hier, mais on semblait me contredire que Braun-Pivet n'est pas à la hauteur, parce que il y a longtemps qu'elle aurait dû provoquer une réunion des chefs de groupe pour obtenir la réunion du Parlement, ce qui n'est pas fait. Bon, je veux dire que moi, ce qui me paraît le plus grave, outre le délire néronien de Macron, c'est
la mort programmée des institutions de la cinquième, quoi. Aller dire aux gens après que le Premier ministre a une importance, que les ministres ont une importance, que les institutions doivent être respectées, qu'il y a quand même un respect constitutionnel. Non, mais ils vont vous dire, mais vous foutez de notre gueule, quoi. Ouais. Guylain Benessa. Foutez de nous, bon, c'est pas possible, quoi. Ça fait C'est des exact. semaines et des semaines et des semaines qu'on doit avoir un Premier ministre et on l'a pas. On se rend compte, qui plus est, qu'il cherche un ministre qui soit complètement adapté, non pas au souhait électoral des Français, mais à sa petite volonté. Finalement, Macron voudrait Macron comme Premier ministre. Voilà. Oui, bah c'est ce que dit Mathilde Et dans Panot. l'histoire institutionnelle, je ne sais pas comment les historiens commenteront tout cela, mais c'est du jamais vu, quoi. C'est du jamais vu. Guylain Benessa, je vous laisse réagir. On en parlait justement hier, je suis totalement d'accord avec Gilbert Collard, on en parlait hier, Maude. Je pense que ce qui est le pied de nez le plus frappant et le plus triste, en fait, quelque part, si on prend un peu de champ, c'est que celui qui se rêvait restaurateur post-Hollande, du caractère vertical des institutions est devenu le grand destructeur de nos institutions. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, on le disait depuis des années, il est trop jeune, vous savez, il était venu trop vite comme une espèce de balle, il a débarqué avec tout ce qu'on a raconté depuis des années, mais en fait, je pense que là, il y a quelque chose d'à la fois ironique et tragique et terrible, c'est qu'il est en train d'abattre les institutions, et les abat parce que il n'a pas compris, en fait, parce que le code génétique des institutions, il doit le connaître, il refuse de l'appliquer, non pas tant parce qu'il veut trahir, mais parce qu'en fait, il n'a jamais été une seule seconde à la hauteur. C'est un homme de l'éphémère, c'est un homme de la liquidité, c'est un homme qui fait, vous savez, c'est le pur présent. J'aime bien cette phrase de Régis Debray, vous savez, les animaux sont dans le présent, l'homme est dans l'histoire. Et en réalité, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron n'est jamais entré dans l'histoire. Il ne comprend pas ça, il ne veut pas le comprendre. Il n'y a pas de culture française, il y a du en même temps partout. Il agit en réalité, vous savez, comme un attrape-tout. Et aujourd'hui, il joue l'attrape-tout en se disant « je me sauve en faisant passer les autres pour des clowns ». Parce que techniquement, chacun va à la gamelle auprès de l'Élysée en tentant de devenir Premier ministre, ce qui fait qu'il réussit à se cacher auprès des médias, derrière ceux qui chaque fois se pressent pour devenir ou non Premier ministre, mais il ne se rend pas compte derrière, et ça j'y tiens, là c'est mon confrère Collard a d'autant plus raison que le fond de l'affaire, c'est que le président de la République, il a un job, un seul véritable au niveau de la Constitution, il est le gardien des institutions. Ouais. C'est ça sa particularité. Il est le gardien des institutions. Ça veut dire que selon la Constitution, il doit être lui le protecteur de l'édifice, de l'architecture grâce auquel la France tient debout depuis 1958 et grâce au général de Gaulle. Or aujourd'hui, il joue comme un gosse avec un jeu qu'il ne comprend pas. Il est en train de jouer avec ses petites pièces et au bout d'un moment, ce Monopoly va s'effondrer et ça s'appelle la Constitution de la Cinquième République, nos institutions et la France républicaine. Et on le joue tranquille en fin d'été, avec une France qui surfe encore sur les Jeux paralympiques, avec un moment où on se demande si on met des anneaux, si on garde les anneaux auprès de la Tour Eiffel. Ça veut dire qu'en pleine France, Philippe Muret, cette France de l'absurde qui ne parle que de Jeux olympiques, on est en train littéralement de flinguer à mots couverts ou à peine couverts nos institutions et notre France. Il nous reste une petite minute, malheureusement. Gilbert Collard, j'aurais aimé avoir votre avis sur la candidature d'Édouard Philippe qui intervient en plein chaos. C'est stratégique ou est-ce que c'est une façon aussi d'envisager peut-être une présidentielle anticipée ? Non, mais c'est Koh-Lanta, vous comprenez. On est dans une espèce de jeu télévisé, quoi. Il y a plus de, je sais pas comment le dire. Il faudrait une réflexion prolongée, mais il y a plus rien de sérieux, quoi. Édouard Philippe, c'est le Premier ministre, c'est l'ancien Premier ministre de Macron, c'est le même système, quoi, c'est la même histoire, quoi. Et puis tous ces gens sont dénudés, quoi. Le roi est nu, ils devraient tous aller travailler à poil chez France Inter. Bon, il n'y a plus rien qui porte consistance, quoi. Bon, moi je le disais l'autre jour sans savoir qu'elle était sur le plateau, du reste, ce qui a été une maladresse, un signe, mais c'était un Skype. Je disais pourquoi pas Roselyne Bachelot ou Jacques Lang ou Bouglione. Bon, elle était sur le plateau, elle l'a mal pris, je le comprends. Mais voilà où on en est, quoi. Bon, on est arrivé à une espèce de comique politique, quoi. Mais je veux dire, alors que, comme le disait Raymond Aron, l'histoire est tragique. L'histoire est toujours tragique. Alors il faudra bien qu'à un moment donné, hélas, on paie le prix de la tragédie. Parce que tous ces bouffons, ils ne se rendent pas compte
qu'à un moment donné, l'addition est présentée par l'histoire. Écoutez, Et la terrible angoisse, moi qui m'habite personnellement, je ne sais pas si c'est partagé, c'est de savoir à quel moment l'addition sera présentée. Voilà. écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie. Je vous propose de refaire cet entretien croisé plus longuement très bientôt. Je pense qu'on aura de quoi nourrir cet entretien. Merci beaucoup Gilbert Collard. Merci Guylain Benessa. Excusez-moi pour le... Non, mais je suis confronté à une mise à jour disponible qui ne veut pas se mettre à jour. C'est un peu comme le Premier ministre. Très jolie conclusion. Merci beaucoup à tous les deux.